Bon après-midi à tous et à toutes et bienvenue à ce caucus essentiel ensemble. Je suis Jill Ritchie et je serai l'animatrice de ce caucus. Sachez que nous enregistrons cette séance et que cet enregistrement sera disponible après le caucus. Encore une fois, nous sommes très heureux d'offrir ce caucus essentiel ensemble en format bilingue grâce à un service d'interprétation simultanée. Veuillez choisir le français à partir du menu d'interprétation pour entendre la séance en français. Veuillez également accéder au menu Options de visualisation tout en haut de votre écran pour voir les diapositives dans la langue de votre choix. À Excellence en Santé Canada, nous en sommes au début de notre parcours de réconciliation, c'est-à-dire la façon dont nous tissons des liens et des partenariats significatifs avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Dans le cadre de cette démarche, nous nous efforçons de favoriser la sécurité culturelle et l'humilité dans le système de santé afin de répondre aux besoins des Premières Nations, des Métis et des Inuits. À nouveau, je suis Jill Ritchie et je suis responsable de programme à Excellence en Santé Canada et je me joins à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe et Haudenosaunee. Avant que cela ne porte le nom de Peterborough, la région s'appelait Nogodonam et qui signifie endroit où prennent fin les rapides en Ojibwe. Cette région est connue pour ses lacs, ses rivières et ses forêts. Et je suis reconnaissante de pouvoir profiter de cette région en faisant de la randonnée, du canoë et du ski de fond. Je vous demande à votre tour de vous présenter dans le clavardage et de nous dire où vous êtes. Peut-être indiquer quel est le territoire traditionnel sur lequel vous vous trouvez. Si vous ne le connaissez pas, que vous ne connaissez pas non plus l'histoire de ce territoire, nous avons versé un lien dans le clavardage appelé Native Land Digital. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Excellence en Santé Canada s'est fermement engagé à créer des partenariats significatifs avec patients, proches aidants et collectivités afin de façonner un avenir où tous les Canadiens et toutes les Canadiennes bénéficient de soins de santé sûrs et de grande qualité. Nous reconnaissons que la participation véritable des patients est fondamentale pour transformer le système et améliorer la qualité des soins. Nous savons que patients, proches aidants et membres des communautés offrent des perspectives qui peuvent améliorer les soins de santé de manière durable. Et nous nous réjouissons de vous encourager à participer à la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer cette conversation, si c'est la première fois que vous participez à un caucus, le programme Essentiel Ensemble a été élaboré pour favoriser la réintégration sécuritaire des partenaires de soins essentiels dans les établissements de soins de santé tout au long de la pandémie. Plus précisément, Essentiel Ensemble aide les organismes à accueillir de nouveau les partenaires de soins essentiels en présentant des données probantes, des conseils en matière de politique et des séances d'apprentissage comme celle-ci, en plus de ressources, d'outils et d'un pacte et d'une trousse de changement. Les trois principes fondamentaux à ce travail sont les orientations politiques initiales et les principes visant à accueillir les partenaires de soins essentiels en tant que véritables partenaires. D'abord, faire la distinction entre visiteurs et proches aidants en tant que partenaires de soins essentiels. Ensuite, reconnaître la valeur des proches aidants en tant que partenaires de soins essentiels. Et enfin, veiller à ce que patients, familles et proches aidants aient leur mot à dire dans l'élaboration des politiques relatives aux visiteurs et aux partenaires de soins essentiels en faisant participer patients, résidents, familles, proches aidants à tous les aspects des soins et de la prestation des soins, notamment l'élaboration des politiques. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos conférencières. J'aimerais d'abord commencer par vous présenter Barbara McLean, qui est en ligne aujourd'hui. Elle est directrice générale de Family Caregivers of BC. Barb compte plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs à but non lucratif, gouvernemental et privé. Elle a passé de nombreuses années dans le domaine des troubles du développement, se spécialisant dans le soutien de certaines des personnes aux besoins thérapeutiques les plus complexes vivant à domicile, en établissement et en milieu scolaire.
Barb est titulaire d'un baccalauréat SR de UBC et d'une maîtrise en leadership de la Royal Roads University. Euh, Barb sait de première main ce que c'est que de jongler travail, jeune famille et prestations de soins. Elle a soutenu sa famille pendant que sa mère luttait contre un cancer. Et Barb s'est engagée à influencer le changement afin d'obtenir la reconnaissance et soutien des proches aidants. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à Wendy Johnson, qui est des nôtres aujourd'hui à titre de conférencière, mais qui écoutera la communication et discutera avec vous dans la boîte de clavardage. Wendy a beaucoup de chance. Elle participe à un championnat de ski de fond et elle a malgré tout accepté de participer à cette séance tandis qu'elle s'adonne à son sport préféré. Alors, Wendy, par l'entremise de son travail et de sa vie personnelle, comprend l'importance de renseigner les proches aidants, les personnes âgées, afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées concernant leurs soins. Wendy apporte son aide dans bien des domaines, notamment l'accompagnement individuel des proches aidants, des communications comme celle-ci, et la contribution aux ressources pour les proches aidants, en plus de la promotion du projet Caregiver Prescription. Elle est titulaire d'une maîtrise en gérontologie et a plus de 20 ans d'expérience auprès des proches aidants et des personnes âgées. Merci d'être des nôtres, Barb et Wendy. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi que d'être avec vous. Et Wendy et moi, nous nous réjouissons de dialoguer avec vous, en plus de vous présenter ces diapositives. Alors, nous avons mis de côté une quinzaine de minutes à la fin de ce caucus pour que nous puissions ensemble faire évoluer la question des proches aidants à titre de partenaires essentiels de soins. Par ailleurs, je suis moi aussi sur l'île de Vancouver. Nos bureaux se trouvent où notre bureau donc se trouve sur le territoire des Premières Nations Sanghees de Esquimalt, qu'on appelle aussi le Kwangan. Et moi, je me trouve dans un endroit magnifique où il y a beaucoup de lacs, qui est également le territoire traditionnel de ces peuples autochtones. Je souhaite aussi remercier le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique pour son initiative Patients as Partners, qui nous a aidés sur le plan financier et sur le plan de l'action, de la proposition de mesures. Alors, comme organisation, nous avons 4 domaines d'impact. Tous les jours, nous offrons un soutien pratique. Et si on perdait tout le reste, on continuerait d'offrir ce soutien pratique. On le fait depuis plus de 30 ans. Le soutien pratique vise à renseigner et à aider. Les 3 autres secteurs sont en croissance, car le monde se renseigne de plus en plus sur l'apport des proches aidants. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus d'intérêt et de possibilités de partenariat. Alors, nous nous centrons sur le renforcement des capacités de chacune des communautés pour leur offrir un soutien quelconque pour les proches aidants. Nous sommes aussi un porte-parole provincial. Nous allons partout où nous pouvons pour parler de cet enjeu. Et leadership politique, ça, c'est un domaine en croissance qui continue d'être un axe focal pour nous. Nos domaines de programmation, c'est la collaboration et l'engagement qui nous ont permis d'examiner comment mobiliser les parties prenantes au niveau micro, méso et macro. Nous avons des exemples intéressants qui sont un véritable espoir pour l'avenir, c'est-à-dire que nous changeons, nous modernisons nos systèmes pour qu'ils soient plus accueillants pour les proches aidants. Notre numéro sans frais, 1-800, qui est remis à tout proche aidant, est une source d'information importante. Alors, nous avons plus de 30 ans de recherche sur les activités des proches aidants et l'expérience de proches aidants qui font partie de ces travaux, dont cette ligne sans frais. C'était un long chemin sinueux. Nous sommes un des premiers groupes à se pencher sur cette question et donc ça n'était pas populaire au départ, je peux vous le dire. Les gens nous posaient la question, pourquoi êtes-vous ici? Ah oui, la famille. Non, ça ne nous intéresse pas. Alors, on était peut-être assez précoce dans la courbe d'innovation. Ce fut un chemin assez isolé, mais au fil du temps,
tandis que davantage d'organismes se penchent sur une transformation systémique et sur l'opération de ces changements de système, c'est de plus en plus important la participation des patients. Nous ne sommes donc plus seuls, entre autres. Excellence en Santé Canada a organisé le programme Essentiel Ensemble et ses caucus, et cela a permis d'accélérer les travaux. Évidemment, pandémie aidant. C'est-à-dire que cette pandémie nous a donné une expérience scientifique. On a éliminé le proche aidant pendant cette période et vous savez quel en a été le résultat. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a énormément d'intérêt à l'échelle du Canada et ailleurs pour soutenir les familles et les proches qui jouent un rôle de plus en plus important pour aider leurs proches qui ont des besoins thérapeutiques complexes. Alors, que sont des soins adaptés aux proches aidants? Vous le savez sans doute, pas car vous participez à ces caucus, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, les gens nous disent que ils se sentent invisibles. Ils se sentent invisibles dans le système. Ensuite, ils disent, je veux qu'on valorise ce que je fais et je veux me sentir inclus comme partenaire de soins. Ils disent, je me sens exclu, je ne me sens pas soutenu et on n'apprécie pas. Ensuite, je ne suis plus que quelqu'un qui vient chercher ma mère ou je suis plus qu'un simple visiteur. Cela était vraiment enraciné dans les propos des proches aidants. Ensuite, il nous disait, je veux savoir comment fonctionne le système. Je ne veux pas être invisible à l'extérieur et dans le noir. Je veux savoir ce qui se passe. Alors, dans le système de soins de santé, les messages clés étaient, mais les proches aidants ne sont pas nos clients, ce sont les patients qui sont nos clients. Et ça a été un moment phare pour nous. Nous avons compris que dans le système, il n'y avait pas vraiment de place, pas de structure, de politique. Grosso modo, enfin, depuis 10 ans, ça n'existait pas. On a dit, il faut transformer cette diade patient-prestataire à une triade qui comprend le famille. Et ça doit être une nouvelle culture. Il faut instaurer une nouvelle culture qui puisse reconnaître le rôle du proche aidant. Alors, nous avons reconnu que tous les prestataires de soins de santé peuvent créer un changement et l'accélérer s'ils se centrent sur leur domaine d'influence dans le système. Et c'est là qu'on a eu le plus de réussite. C'est ce qui nous a permis d'impulser ces changements. Et par ailleurs, tout comme c'est important d'opérer un changement dans votre pratique comme personne, il faut aussi encourager des changements de politique au niveau micro, méso et macro. Alors, nos approches ont trois composants principaux, c'est-à-dire aider les personnes et les systèmes à comprendre ce qu'est un système adapté aux proches aidants. Il est important d'intégrer l'identification, l'aiguillage et l'inclusion des proches aidants dans les soins. Ensuite, il faut tisser des relations, c'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui s'intéressent à la question et tisser des liens durables avec eux. Et ensuite, évidemment, les changements de politique. Nous avons ventilé l'approche du système, de son examen en micro, méso et macro. Ça a été fort utile de les voir comme des débouchés distincts. Par exemple, nous avons travaillé pendant longtemps avec des personnes qui travaillent sur la première ligne, les infirmières, les médecins, les travailleurs sociaux, quiconque dans les autorités de santé qui prennent des décisions, qui pourraient également être sur la première ligne. Ils ont été nos plus grands champions. Alors, la rétroaction des prestataires, à savoir pourquoi et comment peut-on inclure les proches aidants à titre de partenaires essentiels de soins. Ça a été utile. Ensuite, on est passé au niveau clinique ou communautaire ou organisationnel et on trouve des changements et leur capacité à faire leur travail en incluant les proches aidants. Et enfin, le niveau macro, c'est-à-dire la loi, les politiques, les mandats, les personnes qui dirigent les comportements. Évidemment, il y a des questions de champ de pratique et chaque prestataire a un sous-ensemble de choses qui lui sont familières. Alors, on a trouvé que lorsqu'on passait d'un système centré sur le patient vers un système centré sur
la personne et sa famille, les choses évoluent rapidement. Alors ici, vous avez une représentation qui illustre, l'image qui illustre le mieux ce que nous éprouvons comme prestataires de soins de santé et comme proches aidants. C'est-à-dire que lorsqu'on dit 80% des soins sont prodigués par des proches aidants, des amis, ces soins ne sont pas prodigués par des membres du système, c'est par de la famille et des amis. Et souvent, on dit ça alors. Alors, lorsque quelqu'un quitte votre clinique comme prestataire, cette personne doit trouver des soutiens à l'extérieur de votre clinique. Ensuite, il y a la statistique 10 pour 1. J'ai vu diverses statistiques au fil des ans. Celles-ci représentent véritablement, quand on pense au travail collectif prodigué par les proches aidants. Notre système public, c'est 1 heure pour chaque tranche de 10 heures prodiguées par des amis et de la famille. Alors, on s'en sert souvent de cette statistique pour illustrer notre propos. Pourquoi faut-il les inclure? Alors, l'argumentaire, c'est important quand on veut avoir un changement. Et on doit avoir un argumentaire appuyé sur des données probantes. Alors, les proches aidants doivent absolument avoir un rôle pérenne pour pouvoir continuer de prodiguer des soins. Alors, gestion des choses de la vie qui permettent à quelqu'un qui vit avec des besoins thérapeutiques complexes. Bon, la complexité, vous savez, c'est un des domaines les plus importants pour le système de soins de santé. Alors, si vous pensez à la gestion des médicaments, les finances, les affaires juridiques, la promotion des intérêts du patient, de sa santé, le contrôle de l'état de santé, les besoins en matière de logement, quels sont certains des éléments conceptuels quand quelqu'un, par exemple, a une invalidité, comment apporter des changements dans son cadre physique, quel aménagement faut-il apporter? Ensuite, quels soins faut-il en fin de vie? Les soins palliatifs, le transport, par exemple, pour se rendre à des rendez-vous, pour rendre la vie la plus simple possible et veiller à ce que cela se produise. Services communautaires, ils tâchent de trouver qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la communauté pour améliorer leur santé. Ensuite, santé affective, cognitive et soutien et soins à domicile, activités essentielles de la vie quotidienne. Tout cela est essentiel pour le patient comme pour sa famille, son proche aidant. Je vais présenter quelques exemples. Des exemples qui sont utiles, mais qui sont remplis d'espoir, c'est-à-dire les soins en équipe. C'est ce qui, à mon avis, a le plus grand potentiel de transformation du système actuel. Alors, les soins par équipe, c'est quelque chose qui est en croissance au Canada. C'est quelque chose qui est intentionnel, qu'il s'agisse d'équipes de soins intégrées ou de cliniques qui réunissent beaucoup de professionnels. Alors, qui fait partie de cette équipe? Eh bien, c'est une bonne question que l'on pose. Alors, évidemment, vous imaginez, on dit oui, euh, le proche aidant doit faire partie de cette équipe. Alors, en Colombie-Britannique, nous avons créé teambasedcare.ca et là, vous pouvez voir comment la notion d'équipe a été intégrée, c'est-à-dire le rôle des patients, de leur famille, vous avez le prestataire et ensuite vous avez la personne responsable de la conception et de l'amélioration qui se réunissent tous pour faire partie de cette même équipe. Alors, quand on pense à qui fait partie de votre équipe, lorsqu'on fait des entretiens auprès des prestataires de soins de santé, ils se rappelleront peut-être d'intégrer le patient, mais règle générale, lorsqu'ils citent des gens, ce sont tous des gens qui ont des fonctions officielles dans le système de soins de santé. Alors, lorsqu'on regarde les 5 années à venir, on s'imagine bien que cette innovation devrait commencer à inclure le patient en son centre, mais ses proches, sa famille également, de sorte que lorsque le patient quitte la clinique, son entourage sait quoi faire pour l'aider. Alors, soins par équipe, c'est, à notre avis, essentiel pour l'avenir. Alors, l'inclusion, c'est un élément essentiel de notre programme, essentiel ensemble. En Colombie-Britannique, nous voulons avoir des soins davantage centrés sur la personne. Alors, Shared Care est un collectif qui offre toutes sortes de projets sur des domaines prioritaires dans le ministère de la Santé. Et mon rôle au sein de ces
communauté, c'est de lever la main, de dire, et la famille, n'oubliez pas la famille. Alors, transformer les améliorations dans l'intérêt de la santé des patients. Là, on parle souvent de problèmes complexes, fin de vie, toxicomanie. Alors, ce rôle de la famille fait partie de tout le fil. Alors, on dit aux gens, inscrivez votre proche aidant sur le formulaire. On veut que le patient et le médecin, le patient et le prestataire comprennent que la famille, le proche aidant, doivent être partie de l'équipe. Ça peut paraître simple, mais c'est très important car cela crée un nouveau rôle pour la famille qui entoure le patient parce que le patient et la famille, ils n'ont pas le même rôle. Leurs fonctions sont différentes. Nous avons découvert au fil des 10 dernières années que les obstacles à une approche de partenariat sur le plan de l'inclusion des proches aidants et des familles sont souvent de l'ordre de trois volets. Je n'ai pas le temps. Ensuite, ça fait partie de mes fonctions. Et ensuite, je n'ai rien à offrir. Et on a approfondi quand les gens disent, ça n'est pas dans mes fonctions, ce n'est pas mon travail. Alors, on s'est dit, les proches aidants n'ont pas de place dans le système parce que le client n'est pas le proche aidant, c'est le patient. De sorte que très peu de prestataires le voyaient comme leur travail. Les plus proches étaient les infirmiers infirmières qui, dans leur contexte, sont plus favorables à ce genre de partenariat. Et ensuite, je n'ai rien à offrir. Ça, c'est un signal de détresse morale. C'est-à-dire, je vois que le patient est dans la salle d'attente. Je vois qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne. Je vois ce proche aidant, mais ce n'est pas mon travail. C'est malheureux. Je sais que euh, c'est c'est visible. Je devrais peut-être en prendre acte, mais je ne peux pas. Je ne me sens pas bien au travail. Je n'ai pas envie. Les gens se disent non, je n'ai rien à offrir à cette famille. Je vais donc faire semblant de ne pas les voir. Alors, quelques solutions à envisager. Bon, je n'ai pas le temps, on transforme ça en j'ai le temps. C'est la raison pour laquelle on a produit un feuillet et un projet. Alors, nous avons créé, en consultation avec beaucoup de personnes qui ont participé à des petits essais de changement, des PEEA, notre théorie du changement était que font les proches aidants lorsqu'ils ont besoin d'aide? Eh bien, ils s'adressent à leur médecin de famille, le médecin de famille du patient dont ils s'occupent. Alors, nous avons interviewé les prestataires qui nous ont dit, je n'ai pas le temps. Et un des médecins dit, si vous pouviez faire quelque chose pour nous comme médecin en soins primaires, qui puisse prendre 10 secondes moins, qui n'exige pas un code de facturation, on le fera. Alors, on s'est dit, bon, on va trouver un feuillet à déchirer d'un bloc-notes tout simple. Alors, on a créé ces bloc-notes tout simples. Ils sont peut-être à l'ancienne, mais ça fonctionne et ça prend peu de temps, moins de 10 secondes. Les médecins, travailleurs sociaux, n'importe qui est clinicien, infirmière praticienne, n'importe qui peut simplement décrocher ce feuillet et, et dire au proche aidant, voici, contactez ces personnes, elles vous aideront, vos connaissances comptent et nous allons les reconnaître. 10 secondes, c'est l'occasion de créer un changement. Ensuite, beaucoup de contextes d'établissements de soins de santé ont des caucus de 5 minutes. Et ils essayaient de se déterminer qu'est-ce qu'ils pourraient faire en 5 minutes ou moins pour aider les proches aidants qui entrent et qui sortent de leur établissement. Imaginons qu'il s'agisse du patient John et de sa femme Betty qui viennent souvent aux urgences, qui vont souvent à la clinique pour personnes âgées. Et ils se disent, il faut faire quelque chose de plus pour le patient. Alors, ils ont commencé à voir le proche aidant comme un un client et ils se sont dit, on devrait peut-être leur offrir un aiguillage vers des services. Ils ont commencé à faire pareil, c'est-à-dire donner un petit papier ou alors, et là, on va faire intervenir le numérique. Une autre chose que nous avons apprise que les médecins peuvent faire,
c'est d'avoir une séance de planification avec le patient. Ça s'appelle peut-être autrement dans votre instance, mais il y a toujours un code de facturation pour ces séances de planification. Alors, on a dit, qu'est-ce que ce code de facturation? Envisagez de le faire. On va dire aux familles que c'est possible. Alors, pour ce projet aidant qui veut savoir comment les choses fonctionnent, on pourra l'inclure dans la séance de planification. Ça semble vraiment simple et logique, mais étonnamment, la majorité des prestataires de soins de santé ne créent pas ces séances de planification, ils se servent d'un gabarit. Alors, ils disent, ce n'est pas mon travail? Non, ça peut être votre travail et ça devrait être votre travail. Alors, avec le changement de cette philosophie de soins centrés sur le patient vers les soins centrés sur la personne et sa famille, les soins prodigués en équipe, tous ces changements ont aidé les gens à revoir leur schéma mental. Des choses comme l'agrément permet des mesures, c'est-à-dire comment intégrer la voix des proches. Ensuite, rien sur moi sans moi. Ça, c'est le slogan de la majorité des regroupements de patients. Alors, rien à propos de moi ou sur moi sans moi, c'est-à-dire si vous prévoyez quelque chose en mon nom, je dois participer à la conversation. Alors, si on s'attend à ce que les proches aidants produisent 80% des soins, ils doivent également être inclus dans le partenariat. Alors, les caucus essentiels ensemble sont vraiment un catalyseur et on apprécie énormément le travail qui s'y fait. Cela permet de mettre la scène à l'orientation, l'action et ça montre bien que c'est un domaine d'intérêt pour le Canada, que les gens se soucient de ces questions. Alors, nous examinons les visites de présence des familles et des partenaires de soins et nous montrons qu'il est fort possible, en fait, de revoir ces politiques. Alors, en Colombie-Britannique, nous avons créé ces programmes. Et enfin, on examine les obstacles et les solutions. Bon, par exemple, le dernier volet, c'était Je n'ai rien à offrir. Au Canada, l'Ontario, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et le Québec, qui a un système tout à fait différent, mais toutes ces instances, 5 au total, en fait, ont un programme de proches aidants familiaux. Il y a quelqu'un qui nous disait, j'aimerais qu'ils sachent qu'ils peuvent me poser comment je vais. On leur donne un texte tout simple. Quand ils disent je n'ai rien à offrir, on s'est dit, bon, pour les gens qui ont peur d'ouvrir une boîte de Pandore, s'ils demandent à un proche aidant comment il va, ils disent on n'a pas le temps, on peut dire tout simplement, comment allez-vous, Madame Carter? Et ensuite dire, je sais que ce n'est pas facile, je dois partir, mais voici une personne à qui vous adressez. Juste demander comment allez-vous, c'est important pour les proches aidants. Le thème suivant, c'est moi qui suis entre mon mari qui vit à la maison et le jour déchirant où je ne pourrai plus en prendre soin. Parfois, je suis dépassée. Qu'est-ce que vous répondez comme praticien à cela? Vous dites quelque chose comme, tout le monde a des limites et votre vie compte aussi. Il est important d'en parler. Voici un feuillet. La recherche montre que vous serez en meilleure santé si vous vous occupez de votre bien-être. Alors, contactez cette organisation. C'est un endroit où vous pourrez obtenir un soutien. Tout ce qu'on dit essentiellement, c'est vous comptez, vous aussi. On me demande rarement mon avis. Je me sens parfois en colère quand je pars. J'essaie d'intervenir. Je suis partenaire, mais je ne me sens pas toujours respectée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre comme prestataire? Quelque chose comme, Madame Carter, une fois mes recommandations faites, est-ce qu'on pourrait avoir votre avis? C'est important que le travail qu'on fasse soit en équipe. Vous connaissez la situation mieux que quiconque, car vous la vivez. Alors, ce sont des moyens très simples d'être sensible à ce sentiment d'exclusion que vivent les proches aidants. Alors ensuite, on s'est penché sur les moyens de se faire les champions de ces virages dans le système. On cherche à mobiliser, on a des trousses de changement, des communications. Ce sont certaines tactiques qu'on a déployées. On a collaboré, c'est-à-dire que on a essayé de montrer aux équipes comment intégrer les proches aidants dans, par exemple, les initiatives d'aiguillage. Ensuite, le suivi, la boucle de rétroaction et enfin, avoir une bien meilleure évaluation.
des changements que l'on observe dans le système de soins de santé parce que ce qui est mesuré est réalisé. Et donc, évaluation à plus vaste échelle. Alors, pour nous, on présente des exposés, on participe à des expositions, des forums. On va partout pour dire, voici quelque chose de possible. C'est facile, ça peut prendre 5-10 minutes. C'est possible de transformer notre système. Ensuite, trousses de changement. On a créé des trousses de changement qui sont disponibles sur notre site Internet. On examine des aiguillages, par exemple, de nature numérique. Chacun des contextes de soins de santé envisage à présent d'intégrer le proche aidant à ses travaux. Alors, nous estimons que c'est très important de faire une distinction selon le contexte où les prestataires se trouvent et l'approche doit être différente. Par exemple, si on cherche une identification, parfois les gens sont plus aptes à identifier que dans d'autres. Alors, c'est pourquoi on ventile en 3 domaines. Le geste du prestataire peut être différent. Par exemple, si vous pensez changement culturel, comment inclure et se rappeler de dire, ah oui, on fait la planification de soins, appelons le proche aidant et demandons-lui de participer à cette planification de soins. Alors, pour Caregiver RX, que j'évoquais il y a un petit peu plus tôt, on essaie de disséquer les systèmes et d'intégrer les proches aidants dans les structures. Les professionnels doivent reconnaître que le proche aidant a des besoins aussi. Le prestataire doit prescrire un proche aidant après une discussion et avec son autorisation. Alors, si on envisage l'identification des proches aidants, leur aiguillage et leur inclusion, faut le ventiler selon le contexte. On a maintenant des dossiers de santé électronique. Alors, en Colombie-Britannique, on a un exemple de parcours. Alors, lorsqu'un médecin a le dossier de santé électronique ouvert, il peut également avoir Pathways derrière le logiciel. Alors, si vous avez quelqu'un qui a des besoins thérapeutiques complexes, qui soit insuffisance cardiaque, sclérose en plaques, bon, le prestataire doit se dire, bon, cette personne a besoin de soins fréquents, alors je, je dois faire un aiguillage vers Caregivers, Family Caregivers of BC. Il peut remplir le formulaire en disant, oui, j'ai votre consentement, parfait, je clique. Et alors, c'est très, très simple. Et nous, on fait le suivi nous-mêmes. Un peu plus tard, on cherche une rétroaction, une méthodologie de prescription sociale, mais pour le moment, le système n'est pas encore au point, mais c'est la prochaine étape. Alors, comme vous le voyez, cela illustre les moyens par lesquels on peut inscrire les proches aidants dans les méthodes. Un autre exemple, on a eu un autre déclic. Un directeur qui était dans une réunion, dans une clinique externe, a dit, attendez, le problème à résoudre, c'est que chaque fois que le prestataire de soins de santé qui a vécu cette formation, qui a fait des changements, qui fait l'identification et l'aiguillage, eh bien, il change de poste et on perd du terrain. Alors, on s'est dit, comment avoir plus de continuité? On s'est dit, il faut que ce soit inscrit dans les structures pour qu'on ne dépende pas des personnes qui font le travail, qu'on dépende plutôt de la structure. Par exemple, il faut que ce soit une alerte électronique. C'était aussi simple que cela. Et depuis ce changement, on a pu, dans le cadre des aiguillages qu'on en reçoit, on peut savoir qui envoie des aiguillages, quelle région, qui est la clinique à l'origine de l'aiguillage. Alors, lorsqu'on travaille avec des petits essais de changement comme cela, il est facile de voir s'ils ont réussi. Dans ce cas-ci, ça a très bien réussi. C'est vraiment tout simple. C'est simple comme bonjour et il faut continuer de le faire. Alors, voici à quoi ça ressemble dans le dossier de santé électronique. Il faut que ça fasse partie du monde numérique. Il y a beaucoup de médecins qui refusent autrement de s'y adonner. Pareil, c'est de nouveau un exemple dans notre logiciel Pathways.
si vous avez, par exemple, un patient qui a une maladie complexe, automatiquement, le logiciel vous alertera et vous dira, vous devez inclure le proche aidant. Alors voilà qui nous mène à la période de questions. Merci beaucoup, Barb. Alors, je vois que Wendy également répond aux questions qui ont été posées dans la boîte de clavardage. Alors, je vous donne un petit instant pour saisir vos questions pour Barb et Wendy dans la boîte de clavardage. Ou alors, si vous le voulez, vous pouvez activer votre micro et poser votre question de vive voix, comme vous voulez. Alors, tandis que nous attendons, oh, voilà, quelqu'un, Deborah, Deborah, je vois que vous avez levé la main. Dites-nous. We're getting a lot of feedback. Bon, Deborah, excusez-moi, nous avons beaucoup de retours de son. Voulez-vous saisir votre question? Vous voulez peut-être saisir votre question dans la boîte de clavardage? Vous avez résolu votre problème audio? Je crois qu'elle va plutôt saisir sa question dans la boîte de clavardage. Est-ce que quelqu'un d'autre a levé la main ou veut activer son micro pour poser une question? Pendant la séance, on a reçu beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous les avez vues, Wendy, à savoir si le bloc-notes était disponible à l'extérieur de la Colombie-Britannique. Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? Est-ce que le bloc-notes peut être rendu disponible à l'extérieur de la Colombie-Britannique? Ah bon, permettez-moi de commencer par dire que en partenariat avec les organisations de proches aidants de l'Alberta, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Si quelqu'un a envie de l'imprimer, c'est pas un problème. On veut vraiment partager. On pense que tout le monde doit profiter de ces idées. On veut diffuser et mettre à l'échelle. Alors, tout ce qu'on a créé, c'est fait pour être utilisé. C'est disponible sur notre site Internet. En Colombie-Britannique, bon, vous n'avez pas envie d'être aiguillé vers la Colombie-Britannique si vous vivez en Ontario. Alors, je sais que les organisations des autres provinces sont très heureuses de recevoir les aiguillages. Alors, ce bloc-notes d'ordonnance à déchirer est disponible. Alors, écrivez-nous, on vous l'enverra par courrier si vous voulez l'exemplaire physique. Mais il y a aussi la méthode moins chère, numérique. Alors, si vous envisagez, par exemple, de faire des aiguillages vers un programme connu de votre province ou de votre territoire, vous n'avez qu'à réfléchir à qui c'est et comment inscrire cet aiguillage dans le parcours. Alors, c'est la tactique, mais à savoir si vous servez de la nôtre, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il s'agit tout simplement de faire cet aiguillage. Alors, examinez notre trousse de changement. On a des exemplaires. Vous pouvez recopier ce qu'on a fait. Vous pouvez prendre les blocs-notes d'aiguillage et les adapter à votre province. Ce qu'on espère, c'est que nos organisations seront prêtes à accueillir le plus d'aiguillages possible. Vous savez, c'est gratuit, c'est simple, ça présente très peu de risques. Alors, pourquoi ne pas le faire davantage? Alors, on aimerait savoir quels sont les obstacles. On s'est attaqué aux trois grands obstacles que j'ai cités, c'est-à-dire je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon travail et je n'ai rien à donner. Parce que maintenant, vous savez quoi donner. Si vous êtes en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec ou en Nouvelle-Écosse, il existe une organisation. Vous savez quoi faire. Il y a une organisation provinciale. Alors, c'est un processus qui pourrait être mis à l'échelle et diffusé. Merci, Wendy. Je vois que Sue Decker a levé la main. Vous pouvez poser votre question. Merci, merci beaucoup. Je suis vraiment épatée. Et je me dis, oh, j'aurais dû savoir l'excellent travail qui se faisait. Je travaille moi-même en Colombie-Britannique. Une question que j'avais, qui est peut-être un peu plus nuancée, concerne quand j'offre du soutien aux membres de la famille, parfois,
Ils ont l'impression que c'est un autre fardeau. Voici une autre personne que je dois contacter, un autre appel à passer. Alors, je me demandais s'il y a moyen de surmonter cet obstacle avec les proches aidants eux-mêmes. Alors, si vous parlez du fait que les patients et les proches aidants doivent agir eux-mêmes dans ce contexte. Oui, bon, je fais de la formation sur la communication avec les proches aidants et souvent, eux se disent non, pas encore une formation, j'en ai assez. Ah, oui, là, tout à fait, je comprends. Tout à fait, tout à fait. C'est la raison pour laquelle le consentement est important. Tout le monde est occupé. Alors, les gens disent, les prestataires, par exemple, disent, on n'a pas le temps. C'est la raison pour laquelle on a fait ces blocs-notes avec des feuilles à déchirer, tout ça. Et ils le font, mais parfois, les proches aidants n'appellent pas. Et parfois, les prestataires ne le font pas non plus. Ce qu'on sait, notre recherche nous montre que les proches aidants ne pensent pas eux-mêmes. Ils disent, et ils vous diront 20 fois de suite, ça va, vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Même les données qu'on reçoit, ils vont répondre à un sondage en disant, je n'ai pas besoin de répit, je n'ai pas besoin d'aide. Et qu'est-ce qui se passe après? Ils disent, ça va, tout va bien. Et puis, tout à coup, c'est la catastrophe, ils s'écroulent. Vous savez, il y a des proches aidants qui m'ont dit, vous savez, Barb, j'aurais dû agir plus tôt, mais je ne l'ai pas fait. Alors, la solution, c'est que tout le monde dans le système de soins de santé ait ses consentements. Ça élimine l'obstacle. Et on sait que les proches aidants peuvent rester dans leur rôle plus longtemps s'ils sont bien renseignés. Ils pourront s'occuper de leur propre santé. Vous savez, s'ils sont en santé, ils sont 2 fois plus c'est-à-dire que s'ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes, vous savez qu'ils sont 2 fois plus susceptibles de souffrir d'une maladie chronique eux-mêmes que quelqu'un qui n'a pas cette charge. Alors, on crée plus de patients en s'occupant par des proches aidants. Alors, il y a toutes sortes de choses que je n'ai pas abordées aujourd'hui qui sont vraiment essentielles. Il faut s'occuper de ce groupe de personnes. Ce sont énormément. On est, je pense, à 14 millions d'heures ou milliards de dollars, je ne sais plus, sur le plan de ce que ça représente. Et on pense à la Colombie-Britannique, il y a 1,3 million de proches aidants et on n'en fait pas assez pour eux. C'est le nouveau paysage des soins. On n'a pas assez de lits de longue durée. On n'a pas assez de personnel. Et il faut être assez sérieux sur le plan clinique pour améliorer les choses. Alors, ça ne marche pas bien. Il faut commencer à penser à soutenir les gens qui produisent 80% des soins. C'est un groupe énorme de personnes. Il faut changer notre façon de penser. Alors, si votre question était vraiment fondamentale, c'est le consentement. C'est souvent le point de basculement. Si vous nous envoyez un aiguillage, nous, on appelle avec le proche aidant. Peut-être que le proche aidant ne sera pas prêt à agir tout de suite. Peut-être que cette personne sera exténuée, mais se dira peut-être, bon, je sais que cette organisation existe. Éventuellement, je vais peut-être assister à une réunion. Je vais peut-être consulter le site Internet. Ou peut-être que je m'adonnerai à un questionnaire sur mon bien-être. Ces choses commencent petit, puis elles font boule de neige. Il y a l'aspect de l'isolement. Vous savez, quand on est proche aidant, souvent on est isolé. Alors, de se sentir entouré, se sentir vu, c'est très important. Et la majorité des gens qui appellent notre ligne centrale, qui sont vraiment stressés, d'ailleurs, 57% des gens sont en détresse. Alors, la première chose que je leur dis, bon, ils disent, j'appelle au sujet de mon mari, de ma mère, et puis ils vont commencer à parler de ce qui ne va pas chez ce patient. Et puis, après un moment, on leur demande, comment allez-vous? Et ils vont dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous, comment allez-vous? Ce que vous faites, c'est dur. Qu'est-ce que vous éprouvez? Généralement, c'est le silence. Et ils en pleurent. Il faut changer les choses. Vous savez, une personne à la fois, c'est bon pour les petits essais de changement, mais pour le système, il faut faire plus.
C'est notre avenir. Alors, il faut se mobiliser de manière systémique pour apporter des changements systémiques. Vous savez, nous, en Colombie-Britannique, on a lancé le bal et l'organisation, à présent, a passé le flambeau à l'Ontario. Alors, je vous encourage à consulter Amy à OTO parce que elle veut mettre à l'échelle. Je viens d'entendre, et je ne sais pas si c'est public, je vais peut-être mettre les deux pieds dans le plat, mais elle entend lancer quelque chose de tout neuf. Alors, j'espère qu'on pourra mettre à l'échelle ce programme de l'identification du soutien et de l'inclusion. J'entends aussi que d'autres provinces envisagent de créer des organisations provinciales, car c'est un mécanisme. Vous savez, le troisième élément, je n'ai rien à vous donner, je ne sais pas vers qui vous aiguillez, ça élimine ce troisième volet de récalcitrance. Et je peux le faire en 1 à 5 minutes. Merci infiniment, Wendy. Et Barb, merci, Barb. Vous êtes vraiment passionnée par votre travail. Ça se voit dans le cadre de vos propos. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup d'intérêt pour le travail que vous et votre organisation faites. On a reçu beaucoup de questions et je sais que en plus des questions auxquelles on a pu répondre aujourd'hui, il y a Wendy aussi qui a répondu dans le bas de clavardage. Alors, à l'écran, nous avons affiché les coordonnées de Barb et de Wendy. Et je sais que le temps est écoulé pour cette séance. Alors, je souhaite simplement remercier nos conférencières, Barb et Wendy, d'avoir pris le temps de nous parler de l'excellent travail de votre organisation. Et je sais que nous ressentons votre enthousiasme pour votre travail, vos outils qui rendent les projets aidants plus visibles et qui permettent de les inscrire dans le système. Je souhaite également remercier dans les coulisses notre équipe technique et notre interprète qui rendent ces séances disponibles. Et je dirais rapidement que nous vous demandons de rester à l'affût car il y aura des événements essentiels ensemble. Ceci met fin à notre série du printemps, mais nous aurons rapidement de nouveaux programmes à vous proposer. Alors, merci à tous et à toutes et profitez bien du reste de votre après-midi. Au revoir.